Depuis que je travaille, et c'est le cas de beaucoup de gens ici, on a l'impression qu'on parle de la crise en permanence. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à travailler dans les années 80, au milieu des années 80, et depuis cette période-là, on a toujours évoqué une crise ou une autre. C'était toujours une fois la sidérurgie, une fois l'économie, une fois l'abus d'Internet avait éclaté. Enfin, les crises se succédaient et finalement c'était une vieille compagne, j'allais dire, la crise. Et quand il y en a eu une nouvelle, à la fois c'était un sentiment très familier, encore une crise, toujours une crise, etc. Et à la fois je me suis dit, bon, c'est vrai que moi je suis journaliste, et là cette fois qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut aller pour voir ce qui se passe. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée de dire, voilà, ce qui est très difficile pour nous autres journalistes, c'est de comprendre, j'allais dire, la vie ordinaire, la vie quotidienne. C'est-à-dire que la presse, les journalistes dont je fais partie, tout ça fonctionne très bien, j'allais dire, avec l'extraordinaire. Quand une bombe tombe, quand la terre tremble, quand il y a une inondation comme aujourd'hui, tout ça, ça rentre bien dans nos radars à nous, j'allais dire. Mais pour saisir la vie comme elle passe, j'allais dire, un portrait de la France, la vie quotidienne en France par temps de crise, c'est beaucoup plus compliqué finalement. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée de dire, voilà, il faut partager le quotidien pour comprendre ce qui est en train de se passer, en tout cas dans la France de tous les jours. Et vous n'avez pas voulu tricher parce que vous savez, dans cette histoire-là, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, on ne va pas tout raconter parce qu'il s'agit que vous laissiez les livres aussi. Il ne faut pas dire l'assassin. Il ne faut pas dire c'est marrant. Mais en même temps, vous savez garder votre identité. C'est ça. Alors moi j'ai gardé mon identité, c'est-à-dire mes papiers d'identité. Je ne voulais pas faire des faux papiers. Alors, je me suis dit dans quoi je me lance. Donc c'est vrai que j'ai mis des lunettes plus importantes que celles que je porte d'habitude et je me suis attaché les cheveux. Mais il n'y avait rien de grave, c'était pas la mascarade. Il y a d'autres qui se sont déguisés en noir, je ne suis pas allée jusque-là, ou en turc. Donc voilà. Et alors l'idée était partie parce que vous savez, j'ai mis très peu de gens au courant, donc j'y ai mis évidemment ma famille, d'autres amis, enfin une quinzaine de personnes, mon père qui est là dans la salle et que je salue. Et donc voilà, donc j'avais mis très peu de gens, et à la fois une des personnes à qui j'en ai parlé m'a dit « Ah, tu vas faire quelque chose donc dans la France, voilà, les demandeurs d'emploi, dans ce monde-là ». Et il y a eu cette réflexion épouvantable. Il s'est mordu la langue après, hein, donc voilà, je vous le livre, je donne pas le nom, c'est tout. Il m'a dit « Ah, si tu vas dans cette France de la précarité, prends 20 kilos et rase-toi la tête ». Donc ça m'a coupé toute envie de jamais changer un seul de mes vêtements ou de même changer mon apparence. Et je me suis juste mis les cheveux plus blonds qu'ils ne le sont, en me disant blond, on ne peut pas dire que c'est plus moche. Aujourd'hui, la lecture sociale et autres. Mais je pense qu'à la fois, tous les Français aujourd'hui savent qu'il y a de la précarité, du chômage. Je pense que vraiment chacun, dans ses proches, dans ses familles, tout le monde, c'est quelque chose qu'on sait tous aujourd'hui. Il y a de la précarité, il y a des problèmes d'emploi. Même si on n'est pas allé soi-même à Pôle emploi ou à l'ex-ANPE, on sait que ça existe. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas un scoop dans ce livre à ce sens-là du terme. Voilà. Mais c'est ça que je trouvais incroyable, c'est qu'on sait tout et à la fois on ne sait rien du tout quand on y est confronté. Et donc, en effet, moi j'ai écrit à longueur d'année, j'allais dire, des papiers sur la précarité, sur c'est ça, le chômage. J'ai moi-même des amis qui ont été longtemps au chômage, qui ont même fait des dépressions. Enfin, on le sait tous, ça nous a tous frappés d'une manière ou d'une autre. Et en réalité, quand on y est soi-même confronté, on est, j'allais dire, naïf presque. Donc, c'est vrai que quand j'arrive à Caen, j'avais décidé de ne pas trop calculer justement. Donc je m'étais dit, voilà, je vais arriver à Caen, chercher du travail, et je vais me laisser porter par les événements. Je n'avais pas décidé, je vais m'embaucher dans telle chose ou dans telle autre, et je n'arrêterai que quand j'ai un CDI. Donc déjà je m'étais mis une barrière qui s'est avérée, qui a explosé d'elle-même, qui était 4 mois. En fait j'en ai mis 6. Et donc, en effet, je pousse la porte d'une agence d'intérim, je dis, voilà, je suis prête à travailler dans n'importe quoi, et tout le monde me dit, mais tout le monde est prêt à travailler dans n'importe quoi. Donc, après, j'arrive à Pôle emploi, et donc je dis, voilà, je cherche du boulot, comment faire, etc. Et c'est là où la jeune femme, la jeune conseillère me dit, bon, bah écoutez, là, il faut saisir votre chance, mais dépêchez-vous, parce que voilà, ça va être professionnalisé, il y aura bientôt des études supérieures, les gens comme vous n'y arriveront plus. Est-ce que vous étiez une bonne cliente? Non, j'étais une mauvaise cliente. Pourquoi? Parce qu'un bon client de Pôle emploi, c'est quelqu'un qui a une petite voiture, un petit diplôme et une petite expérience, et qui est bien inséré
qui est marié, voilà. Moi, j'avais rien de tout ça. J'avais ni petite voiture, ni petit diplôme, enfin, c'était vraiment pas ça. Et alors, le plus surprenant est évidemment la voiture, parce que souvent on vous demande d'avoir une voiture, non pas pour... Enfin, parfois, évidemment, c'est pour vous déplacer, mais pour plein de boulots où on n'aurait pas besoin d'une voiture, qui serait par exemple desservie par les transports en commun aux horaires ouvrables, hein, ce qui n'est pas le cas des boulots que j'ai trouvés, mais dans plein d'annonces, il y a écrit, voilà, desservie par le tram, voiture exigée. Donc j'allais aux offres en disant, mais pourquoi on a besoin d'une voiture ? Et en fait, c'est le signe extérieur d'intégration. C'est-à-dire qu'on prend la voiture comme, voilà quelqu'un qui a de quoi mettre 3 € d'essence, voilà quelqu'un qui sait conduire, donc qui sait se diriger. On le prend, quand on a le choix entre 30 candidats, on se dit, bah, je vais prendre celui qui a la voiture, au moins il me semble, voilà, ça fait un petit signe extérieur de quelque chose. Et c'est très impressionnant. C'est-à-dire que sans voiture, j'allais dire, c'est même pas à peine, c'est quasiment ça. En effet, c'est des heures morcelées dans la journée avec plusieurs employeurs. Il faut 3 heures de trajet pour 2 heures de travail. Voilà. Et donc parfois un temps de trajet plus long que le temps de travail. Donc ça, c'est incroyable. Et on se dit, donc pour travailler 2 heures, c'est-à-dire à 8,71 brut de l'heure, c'est-à-dire que ça va vite, plus l'essence que vous allez mettre effectivement dans le réservoir. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le travail précaire, personne ne se reconnaît comme un précaire à vie. Donc on se dit, voilà, j'accepte ce travail, même pour gagner peu aujourd'hui, mais parce que ça va être la clé pour demain. Et en fait, bien évidemment, c'est souvent un mirage, c'est-à-dire que l'employeur vous dit, mais si vous êtes bien là, alors bon, vous avez fait 1 heure en plus aujourd'hui, bon, ben, je ne vais pas vous la payer, mais ça montre votre bonne volonté, donc si j'ai un autre contrat, je vous le donnerai. Donc on se sert, vous savez, c'est un monde, une zone de non-droit, hein, en France, le travail précaire, ce travail-là qui n'est pas un CDI, qui sont ces petits CDD comme ça, ces contrats de quelques heures, etc. C'est vraiment un monde construit, j'allais dire, pour que rien n'y est prise, ni les prud'hommes, parce qu'on ne va pas mettre un employeur pour 2 heures, ni les syndicats, parce que on ne va pas organiser des gens qui travaillent sur des sites à l'aube, enfin c'est compliqué. Donc rien de ce qui fait qu'on peut se défendre ailleurs ne marche là. Et on dit aux gens, bon ben, de toute façon c'est provisoire, vous allez faire ça, et ça va être la clé vers l'autre monde bientôt. Et en fait, le purgatoire dure longtemps, hein. Pour moi, le monde du travail, pour moi, je veux dire pour ma génération, le monde du travail, c'est un CDI, c'est-à-dire que voilà, c'est la normalité. C'est la normalité, voilà. Ça le reste, statistiquement, ça le reste, puisqu'il y a 80% de CDI en France dans la population active, mais une part grandissante de travail précaire de 20% qui s'accroît. Mais pour la plupart des jeunes gens aujourd'hui, l'horizon est cette précarité, c'est-à-dire que toutes les questions que je posais leur paraissaient ridicules quand je disais justement, je mettais en avant le temps de trajet, je disais mais enfin tout est comme ça. Et je suis prêt à gagner moins que le SMIC. Oui, ce qui n'est pas légal par ailleurs, mais... Voilà, il disait mais moi c'est moi qui le propose. Il dépense. Voilà, je suis d'accord pour ça, parce que pour eux le monde du travail n'a jamais été que ça, pour cette génération-là, voilà, la précarité est la norme. Ça me gêne toujours quand on dit dans la peau d'une femme de ménage, ou je ne sais pas quelle expression, parce que c'est vrai que quand on a pour horizon la précarité et c'est ça, l'avenir incertain, etc., c'est tout à fait autre que comme moi. J'ai une situation très privilégiée, je travaille, j'ai un CDI, alors pour le coup au Nouvel Observateur, même si c'était en congé sans solde pour faire ça, mais peu importe, moi j'ai pas de problème d'emploi, j'habite Paris, enfin j'allais dire tout va bien. Si on parle de privilégiés, c'est vrai que j'en fais partie, enfin je veux dire c'est très évident. Ce qui est très impressionnant et ce qui fait que la vie reste la vie, j'allais dire, c'est que il y a au début on se dit voilà, il y a une place, vous voyez les annonces défiler sur l'ordinateur de Pôle emploi, vous voyez une place de 2 heures de ménage, vous dites là on va être nombreux. La veille, vous avez fait le stage, comment se présenter à une petite annonce devant un employeur. Alors vous avez été dopé à fond, comme si vous alliez vous présenter à un emploi de ministre, donc décrivez vos passions, soyez naturel, soyez vous-même, etc. Il faut y aller parce qu'il ne faut pas être raté. Voilà, alors donc vous arrivez, vous avez les mêmes 20 personnes qui étaient au même stage que vous, qui attendent pour la même offre, vous dites là c'est déjà mal parti. Et puis, donc, tout le monde commence à être soi-même à fond, mais bon, c'est pas ça qu'on vous demande. Si on vous demande est-ce que vous serez libre dimanche, est-ce que vous avez une voiture, enfin, toujours ces questions-là. Et vous vous dites, voilà, il y a un contrat de 2 heures et on est 10, si c'est moi, c'est pas les autres, et réciproquement. Donc, il y a une espèce d'une brutalité d'une situation, voilà, on attend toutes dans un tout petit espace, donc on a bien compris la situation. Et en fait, en réalité, on comprend vite pourtant que seul on va pas s'en sortir et qu'on est tous dans la même barque.
Et il y a une espèce de solidarité qui se met en place, en particulier qui était très frappante pour la voiture. C'est-à-dire qu'il y a cette voiture, et si on n'a pas de voiture, voilà, c'est pas la peine. Et en fait, pour cette chose qui serait discriminatoire, donc on n'aurait pas intérêt à en passer une à la voisine, parce que si elle a une voiture, eh ben, elle est concurrente comme vous au boulot. Et en fait, quelqu'un m'en prête une. Me dit, ah ben j'apprends que t'as pas de voiture, alors moi c'est une vieille bagnole, vraiment qui marche mal, mais je vais te la prêter, parce que tant que dure la prime Sarkozy des 1000 euros, je sais pas quoi, la reprise qu'il y avait, donc on veut la revendre qu'à la limite de ça, le type est là, et tu la prends, et pendant ce temps, tu vas l'entretenir, donc ça, tout le monde va être gagnant. Donc on prête cette voiture. C'est le tracteur. Le tracteur, voilà. Que je surnomme le tracteur. Elle tombe en panne. Ben, le voisin me dit, ah ben je vais vous aider à la réparer. Alors à la fin, je dis, bon ben merci, c'est vraiment gentil à vous. Qu'est-ce que je peux faire? Alors bêtement, je dis, je vais vous amener une bouteille de vin. Je me dis, on est en France. Elle me dit, ah, merci, j'ai arrêté de boire. Alors, je me dis, bon, encore raté. Alors, je dis, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit, bah, rien, je vais plutôt vous offrir un café. Donc, le type prépare la voiture, vous offre un café. Et il y a ces passerelles comme ça entre les gens. Et c'est vraiment une solidarité réelle. Enfin, c'est pas du bidon, quoi. On se lève à 4h30 du matin, tout le monde est fatigué, il y en a une qui est plus fatiguée que les autres. Tout le monde va s'arranger pour que son boulot soit fait quand même. Le temps de travail est parfois de 5 heures. Enfin, moi, le maximum que j'ai eu, c'est un temps de travail de 5 heures, mais une amplitude horaire. C'est-à-dire qu'on se lève à 4h30, on travaille 2 heures, on arrête, on recommence. Qui était je me levais à 4h30 du matin et je me couchais à 23h30. Donc c'était vraiment des très longues journées. Et le maximum de ce mois-là, j'ai gagné 720 euros, quelque chose comme ça. Avec le logement, là, je louais une chambre meublée à Caen, était de 348 euros. Donc le calcul était vite fait. Il y a une américaine qui a fait un bouquin qui est pas mal du tout, qui est le même genre, mais aux États-Unis, qui s'appelle Barbara Ehrenreich, ça s'appelle L'Amérique pauvre. Et elle l'a fait à l'américaine. Vous savez, les Américains, ils sont super ordonnés, contrairement à nous. Donc elle a fait le budget, elle ne dépensait que ce qu'elle gagnait. Ce que j'ai pas fait moi, parce qu'en France, il y a quand même, j'allais dire, des logements sociaux. L'économie que j'avais moi n'était pas celle de tout le monde, je voulais dire. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pas voulu prendre évidemment le RMI auquel j'aurais eu droit sous d'autres cieux, je veux dire. Donc j'ai pas fait un calcul, j'ai pas dit, voilà, je gagne 700 euros, je ne vais donc dépenser que 700 euros. Je vous le dis tout de suite, ça n'aurait jamais marché, hein, ne fût-ce que... Parce que pour commencer à être pauvre, il faut d'abord être riche, hein, il faut d'abord avoir une voiture. Je vous ai passé le portable, parce que si vous n'avez pas de portable, on ne vous appelle pas. Et les annonces sont consultables sur Internet. Donc il faut avoir Internet, au moins savoir s'en servir. Et si vous ne l'avez pas... Oui, donc il y a toute une organisation à avoir. Et justement, ça fait penser quelque chose de terrible dans les livres, ces messieurs qui vous êtes là ce jour-là, et j'ai dit, j'ai pas pris rendez-vous, je savais qu'il fallait téléphoner, mais j'ai pas pu parce que j'ai plus le téléphone, financièrement je peux. Et la conseillère est tout à fait gênée, je crois, pour lui répondre. Donc il y a ça aussi, c'est les changements des mentalités au fond, aussi on était en train de passer à autre chose, les pôles emploi, des choses comme ça, il avait la notion de service public, et aujourd'hui c'est différent. Oui, c'est vrai que... Aujourd'hui, comme on parlait des clients tout à l'heure, voilà. Aujourd'hui c'est des conseillers, avant c'était plutôt des gens qui étaient... C'était social. Ouais. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que pendant longtemps, la NPE avait une vocation sociale. Alors après, on peut trouver qu'elle la remplissait ou qu'elle ne la remplissait pas, mais en tout cas, c'était son but. Donc aujourd'hui, très clairement, ces deux fonctions sont d'indemniser, et de contrôler et gérer les flux. Mais la gestion sociale, en tout cas, est absolument impossible et n'est même plus demandée. Enfin, on demande aux gens, vous n'êtes plus là pour faire du social, c'est plus votre boulot, etc. Vous avez là quelqu'un qui est aussi désespéré que vous d'avoir à vous recevoir 10 minutes, qui se sent très mal à l'aise de la situation, et vous avez en miroir deux désespoirs, j'allais dire. Donc, alors c'était très marrant parce que mon séjour à Caen a correspondu avec la fusion à NPE à CEDIC. Donc au début, c'était comme j'allais dire méchamment, comme dans toutes les administrations. Enfin, vous allez à la poste, il y a toujours quelqu'un à un moment de la file. Ah les gars, voilà, ça fait 2 heures que j'attends. Enfin, vous voyez comment c'est toujours. Il y a toujours quelqu'un qui à un moment, se met à crier. Donc à Pôle Emploi, c'était ça, plus l'angoisse du chômage, plus tout ça. Donc c'était une ambiance très orageuse. Et à la fin, tout le monde avait compris avec la fusion. Les gens étaient plus au courant des problèmes structurels, j'allais dire, de Pôle Emploi. Et à la fin, un des derniers rendez-vous que j'entends, je vois que ça se déroule devant mes yeux,
la fille qui était là arrive furieuse et repart en tapant sur l'épaule de la conseillère en disant « bon courage hein ». Et donc c'était vraiment le monde à l'envers et s'organiser en même temps. Les conseillers psychologiques allaient les recevoir en leur disant « les gars, vous allez y arriver », comme eux-mêmes organisaient des stages, toujours des stages psychologiques pour les chômeurs en disant « alors, le grand conseil qu'on leur donne, c'est vous montez dans la voiture, vous faites le tour du périph' et vous criez pour vous décompenser ». Donc voilà, et donc eux-mêmes s'entendaient dire la même chose aux gens qu'ils avaient reçus et on leur dit bon à l'horizon 2012 c'est pas sûr qu'il n'y ait pas des licenciements. Donc c'était vraiment la machine qui s'était mise à marcher à l'envers.